Bonjour à tous et bienvenue dans le premier réel épisode du laboratoire de l'âme. Maintenant, on a un nom. On a réussi à trouver le nom ensemble. C'est ça. C'était pas facile. Je me suis battu pour laboratoire de l'âme. Hein. C'était pas facile, mais j'ai réussi à l'avoir. Il était en compétition avec Réflexion Basse. C'est ça, exactement. D'ailleurs, au passage, on a eu quelques retours par rapport à l'épisode 0. Ouais. Et franchement, c'est cool d'avoir vos retours comme ça. Si jamais vous avez d'autres retours à faire, n'hésitez pas à passer par notre Insta. Exact. Et d'ailleurs, on vient juste d'ouvrir aussi une chaîne YouTube, si jamais les gens ils veulent. Ouais, si jamais ils peuvent pas payer les divers. On a essayé de penser à tout le monde. Et voilà, on a fait quelques animations et tout vite fait. Ouais. Et voilà. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'améliorations par rapport au premier podcast. Ça n'a rien à voir. Déjà, première chose, je pense que vous l'entendez. Qu'est-ce qu'on a changé et qui est extrêmement important pour un podcast? Le micro et la qualité son. Le micro, on est plutôt satisfait finalement du micro. Même une petite carte son aussi que t'as pensé à prendre. Exactement, une petite carte son qui nous permet bien dépanné. Ouais, effectivement, c'est une petite carte son qui coûte pas cher mais qui permet de rassembler. On a appris une chose en tout cas en faisant le podcast, c'est que la gestion du son, probablement le truc le plus difficile dans l'audiovisuel. C'est beaucoup plus difficile que de prendre une vidéo, surtout quand on a plusieurs micros. Gérer le son, c'est vraiment pas facile. Gérer la qualité du son, gérer le grain, gérer les petites intrusions, gérer le volume, l'équalizer, enfin il y a tellement de choses. C'est ça, surtout que là encore on est en USB, du coup ça va, mais après il y a d'autres prix de son un peu comme l'XLR, tout ça. Ouais. Et c'est vraiment, en fait, l'audiovisuel, c'est vraiment deux métiers qui sont totalement différents. Ah ouais. Et là, rien que pour enregistrer deux micros en même temps sur un même PC, c'était vraiment un combat qu'on a fait. Pas se mentir, on a pris, je crois, plusieurs jours. J'ai acheté du coup cette carte son un peu en rapide parce que on n'arrivait pas en fait à connecter. Il y en a peut-être qui vont rigoler, mais on n'arrivait pas à connecter les deux micros au même PC, surtout au même logiciel. On a réussi. On espère que la qualité sonore va vous plaire. On a réussi grâce à Dieu. Grâce à Dieu, grâce à nous, à notre galère surtout. Ouais, bien sûr. Et on espère que ça va vous plaire, la qualité sonore. Je pense que ça s'est largement amélioré. Moi, j'arrive plus à écouter l'autre podcast. Ça a quand même bien dépanné. J'ai l'habitude, tu vois, d'entendre tout le monde avec leur gros chour. Mais c'est pas la même taille, pas le même budget, pas la même perspective, etc. Là, c'est sûr. Mais ouais, là, on se retrouve pour le premier épisode. C'est ça. Où le thème sera la manipulation. Exactement. Et une chose aussi à dire avant qu'on commence. Dans le premier épisode, on avait estimé notre intermittence, notre décalage de podcast à peu près, on avait dit 2 semaines, autour des 2 semaines. Ouais, on avait dit un podcast toutes les 2 semaines à cette fréquence-ci. Exactement. On s'est rendu compte que quand on est plusieurs sur le projet, même par rapport à nos emplois du temps respectifs, et ben en fait c'est quand même pas mal compliqué de s'organiser. Surtout que en fait c'est pas un podcast qu'on prépare pas parce qu'en fait on a. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça, on prépare vraiment beaucoup de choses. On doit lire pas mal de livres. On doit essayer aussi de se mettre à jour par rapport à l'actualité en psychologie. C'est ça. Prendre aussi toutes les histoires, les problématiques, les recueils des gens. En fait, on a tellement de choses à gérer que c'est bien plus difficile que faire juste se poser et faire une discussion et donner notre avis sur un sujet d'actualité. Là, il y a un vrai travail et le problème, c'est que on travaille aussi. Comme t'as dit, on a des emplois du temps chacun qui sont assez chargés, même très chargés. Et surtout très différents, sachant que toi, généralement, t'es plus matin, après-midi, fin de journée. Ouais. Et moi, je suis plus fin de journée, soirée, jusqu'à la matinée. C'est ça. Et puis en plus, on a tous les deux des projets annexes hors du travail. Bien sûr. Donc ça rajoute tellement de choses, même si ce projet est probablement celui qui nous tient le plus à cœur. On veut du coup bien le faire. Forcément, ça nous prend à cœur. Ça peut nous permettre de débloquer certaines choses professionnellement plus tard. Et c'est pas facile de sortir un truc quand on est perfectionniste. On veut faire le meilleur truc possible. Donc, tout ça pour dire, on préfère décaler le temps qu'on met à faire un podcast, en tout cas agrandir le temps,
partir plutôt sur 3 à 4 semaines, on verra sur le rythme. C'est ça. Mais même si c'est un podcast par mois, au moins vous aurez un podcast qui sera long, parce que le nôtre, ils sont plutôt longs. Et surtout quali, c'est surtout ça. Et surtout qualitatif. On va essayer de privilégier vraiment la qualité à la quantité. Bah oui. Mais après, je pense qu'en fonction du sujet, si on voit qu'on met plus ou moins de temps, on pourra le sortir peut-être 2 semaines, je sais pas. Mais ça va être, je pense, entre 2 semaines et, enfin, on va dire plus 3 semaines et 1 mois. On va pas se fixer de date précise, ça sert à rien pour l'instant. De toute façon, on connaît pas notre rythme et nos emplois du temps sont assez incertains. Donc je pense qu'on sera autour des 3-4 semaines, je pense que c'est le mieux. Voilà, je pense qu'on a bien introduit. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres trucs avant qu'on attaque Ouais, bah moi je voulais présenter un peu comment la forme du podcast actuel. Ouais, représenter pour ceux qui c'est ça, avec les différentes rubriques. Et ouais, au début là, on va commencer par parler d'actualité, que ce soit dans nos vies ou par rapport à des news de psychologie qui se passent. Ensuite on passera au thème. Voilà, c'est ça, une sorte de documentaire à moitié vulgarisé sur un thème de la psychologie qui va intéresser la plupart du monde. Qui est aujourd'hui la manipulation. Ouais. Et ensuite, par rapport à la dernière rubrique, je te laisse présenter, François. La dernière rubrique, en fait, c'est une résolution de vos problématiques, en fait, et aussi réponse à vos questions, parce que je suis sûr qu'il va y avoir certaines questions un petit peu comme une FAQ, tu vois. Donc c'est cet ensemble de choses, c'est la dernière rubrique, c'est un peu l'interaction qu'on aura avec notre public, et je trouve ça beaucoup plus sympa de vous faire participer et de potentiellement pouvoir vous aider sur certaines choses. Là, on n'est pas là pour écouter vos histoires et en rigoler, on est là pour prendre les histoires et essayer de voir ce qu'on peut vous apporter. Donc je pense que c'est une vraie valeur ajoutée pour vous. La valeur, c'est que vous allez apprendre des choses. Vous allez probablement rigoler, en tout cas j'espère, et vous allez avoir des problématiques qui sont potentiellement réglées de votre côté grâce à nous, ou peut-être pas, hein, peut-être qu'on va se tromper aussi, on n'est pas... Peut-être qu'on va amener d'autres questionnements, pas forcément des réponses, mais d'autres questionnements, et je pense que dans les différentes questions que notre communauté peut poser, vous pouvez vous identifier à certaines d'entre elles. Ouais. Et si jamais ça vous intéresse de participer à notre émission, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement sur Instagram. C'est plus qu'hésitez pas, c'est même on a besoin de vous. Parce que cette rubrique, elle va survivre que si vous participez. Après, si les gens ne participent pas, on va la retirer, c'est pas grave. Mais c'est dommage parce que ce serait la seule rubrique qui pourrait vraiment vous aider directement dans votre vie. Pas besoin d'aller voir un psychologue pour un petit problème. Là, vous pouvez directement demander à des personnes qui vous connaissent pas, parce que c'est anonyme, donc vous aurez un avis neutre. Je pense qu'on a fait une bonne introduction, un bon récapitulatif de ce qui s'est passé dans ces derniers temps. Est-ce que t'as des trucs perso supplémentaires à dire? Parce que moi, j'aimerais bien dire certains trucs perso, mais le problème, c'est que on peut pas faire comme les célébrités et parler de notre vie. Il y a certaines choses que moi, je peux pas dire, par exemple, à propos de mon travail. J'aimerais bien dire pas mal de choses, mais je peux pas le dire. Ou rester dans ne pas citer. Et sinon, déjà, première chose, parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas réellement parlé. Est-ce que tu vas bien en ce moment? Ouais, franchement, en ce moment, je suis sur pas mal de projets, sûrement comme toi. Et franchement, avoir ce podcast, franchement, je trouve ça vraiment cool, sympa. Et même l'entretenir et tout, que ce soit avec le YouTube, avec l'Insta, avec aussi les livres qu'on a lus. Ouais. Enfin, moi, par exemple, là, on va citer un livre dans lequel on s'est inspiré, c'est Influence et manipulation de Cialdini. Très connu. C'était, ouais, c'est ça. C'est à chaque fois pendant toute notre licence, on nous a dit en psychologie sociale, ce livre, c'est vraiment une référence, c'est vraiment une masterclass. Du coup, tout le monde disait, ouais, peut-être, sûrement, etc. Mais le fait de le lire tous les chapitres, c'est vraiment, genre, super intéressant. Et puis, on comprend beaucoup de choses. De toute façon, on va en parler du contenu de ce livre. Il y a pas mal de leviers d'influence, qui vous arrive tous les jours et vous vous en rendez pas compte et vous allez le découvrir juste après. Bon alors. Et toi, du coup, je t'ai pas demandé. Bah moi, écoute, je vais plutôt bien. Ça se passe plutôt bien sur quasiment tous les points en ce moment. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas de choses particulières à dire. Tous mes projets sont en cours. J'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais en tout cas, j'essaie d'en prendre quand même pour mes proches. Mais ouais, j'ai énormément de projets, que ce soit dans le commerce, dans la psychologie, dans le podcast, dans le salariat aussi. J'ai tellement de choses à faire en même temps. Mais ça va plutôt bien. Franchement, ça va plutôt bien. Ça me stresse un peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais
mais au moins on propose quelque chose de qualité. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Quelles sont les actualités de ces derniers temps d'ailleurs? Est-ce que toi t'as repéré des choses? Moi j'ai repéré un truc, et je pense que toi aussi tu l'as vu. Je sais pas si t'as vu, mais il y a eu une énorme mise à jour sur ChatGPT. Est-ce que tu l'as vu? Non, moi mise à jour qui va changer drastiquement. Alors tout le monde n'a pas accès à cette mise à jour, c'est encore en bêta. Pour faire simple, ChatGPT à aujourd'hui peut utiliser des photos. Mais quand je dis peut utiliser des photos, c'est il peut comprendre les photos, les interpréter et vraiment raisonner avec la photo. Ça c'est depuis GPT-4, non? Ouais, exactement. Okay. Mais c'est sorti il y a pas très longtemps. Ça a vraiment été peaufiné il y a pas très longtemps. Par exemple, tu prends une photo d'une armoire avec des livres dedans. L'IA, elle va te lister tous les livres, tous les auteurs et te faire un résumé. Donc elle est capable de voir la photo, de la lire, de la comprendre. De dire, là ici je vois un livre, là je vois un livre, c'est quoi l'auteur, je recherche sur internet, etc. Elle est même capable de raisonner et de modifier une image. Tu vois Dali, le logiciel Dali. Bien sûr. Le logiciel Dali, tu vas pouvoir modifier des photos, mais des photos qui sont réelles, en direct avec ChatGPT. Qu'est-ce que tu peux avoir aussi? Ça c'était marrant aussi. Tu vois le code de la route? Le code de la route quand tu fais en ligne ou tu as une question. Tu peux prendre une photo de la question et ChatGPT sera capable de te répondre. Donc il est capable d'analyser la situation routière, de lire la question, de lire les réponses et te donner la réponse. Et là, du coup, j'imagine que tous les étudiants, ça va tilter dans leur tête. Effectivement, tu peux prendre en photo ton devoir et demander de résoudre le devoir. Alors, le gros problème avec ChatGPT, c'est que, enfin, en tout cas, de ma part, je trouve, c'est qu'il fait pas mal d'erreurs encore. Pour l'instant, il fait beaucoup d'erreurs. Donc, c'est pas forcément encore au point. J'ai même vu un truc. Tu peux aussi photographier une plante et il va te dire c'est quoi la plante, comment il faut l'arroser, comment il faut s'en occuper, quel ensoleillement il faut faire. Tu peux photographier un bâtiment quand tu voyages, il va te dire le pays, l'histoire du bâtiment. En fait, il comprend vraiment les photos. Il raisonne vraiment avec les photos. Et dans le futur, le but, c'est que ça puisse aussi comprendre les humains, les photos d'humains. C'est-à-dire, par exemple, réagir avec les émotions. Réussir à comprendre quelle personne utilise quelle émotion à ce moment précis, tu vois. Du coup, ce sera sûrement par rapport aux expressions faciales, je suppose. C'est ça. Et dans un deuxième temps, t'as même la beauté. ChatGPT sera bientôt capable de juger la beauté selon la majorité sociale, tu vois. Donc ça m'a assez impressionné parce que le but c'est pas de vous faire peur, hein. Quand je dis ça, je pense pas que l'IA soit vraiment un danger pour nous. Donc il faut rester assez relax. Pour moi, ChatGPT, c'est un peu comme un super moteur de recherche. Et un moteur créatif aussi. C'est un moteur de recherche, un moteur créatif. Mais est-ce que pour autant, ça peut remplacer un humain ou ça peut remplacer, par exemple, toute une suite Adobe? Non. Pour moi, tu vois, non. L'IA, ça reste encore assez limité. Ça fait encore beaucoup d'erreurs. Et ça fait des résultats qui sont très standardisés. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, ça me fait penser, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont eu peur de perdre leur métier par rapport à l'intelligence artificielle. Après, c'est normal. Notamment par rapport à certains métiers comme le journalisme, être community manager. Là, plus tard, avec le fait que ça reconnaisse les photos, tout ça, par rapport au métier du numérique aussi, que ce soit graphiste, etc. Mais ce qui est aussi intéressant à prendre en compte, c'est le concept de destruction créatrice de Schumpeter. Je sais pas si tu connais. Non. C'est le fait que chaque innovation, que ce soit par exemple technologique, elle implique une destruction. C'est ça, elle implique une destruction. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais en fait, du coup, cette destruction va amener à créer de nouveaux métiers. C'est ça. En fait, au final, on va pas être autant perdant que ça. Faudra juste essayer de se former, s'adapter pour ces nouveaux métiers. C'est ça. Et là, en parlant de ChatGPT, tu fais bien de le dire parce qu'il y a déjà, notamment sur Discord et Reddit, il y a pas mal de gens qui commencent à voir se créer un métier qui est de prompteur. En fait, c'est par exemple, tu veux que ChatGPT... Faut que t'expliques un petit peu les prompts, je pense. Exactement. En gros, là, ChatGPT, on va prendre le ChatGPT 3.5. Du coup, c'est
l'intelligence artificielle de ChatGPT, mais pas celle qui permet de reconnaître les images, mais que la synthèse de texte. Du coup, prompteur, c'est quoi? C'est quelqu'un, il va donner des indications super précises à ChatGPT pour que l'instruction que vous allez lui donner soit vraiment super précise. Parce qu'il faut se rendre compte qu'à chaque fois que vous allez sur ChatGPT, que vous allez écrire quelque chose, c'est comme si vous allez faire un nouveau bébé et qu'en fait l'IA ne vous connaît pas du tout. Du coup, si vous venez direct sur ChatGPT, vous allez lui dire je sais pas, fais-moi mon DM de maths par exemple, et bah il va rien comprendre. Alors que si tu dis je suis par exemple professeur de maths. Professeur de mathématiques, mais toujours à faire attention à pas mettre des renseignements personnels, comme par exemple, tu dis pas que tu es dans cette ville avec ce professeur-là. Tu lui fais. En fait, le but c'est de vraiment faire un roleplay. Moi, je l'utilise personnellement pour être en tant que une sorte d'assistant de correcteur orthographique. Ouais, c'est un assistant plus qu'autre chose. C'est ça. Et c'est pas vraiment un créateur, l'IA. C'est pour ça qu'elle peut pas remplacer à 100%. C'est juste, en fait, c'est un outil. Regarde, tu prends le Moyen-Âge, il y a plein d'outils qu'on n'avait pas. Maintenant, on a des outils secondaires comme les PC, et du coup, il y a plein de métiers au Moyen-Âge qui ont disparu. C'est pas pour autant qu'on est... C'est ça, mais c'est... pour retourner à mon exemple, c'est... en fait, il faut vraiment bien l'aiguiller, dans le sens où, par exemple, moi, quand je dis qu'il est correcteur orthographe, je dis ça fait depuis 20 ans que tu es le meilleur prof de français, spécialisé dans l'orthographe, tu as gagné énormément de concours. J'essaie de vraiment faire un pré-prompt bien rempli, bien fourni, pour que ensuite, quand je lui donne quelque chose, du texte à corriger, il le corrige d'une certaine façon. Ou après... toi, tu m'avais aussi parlé de l'IA Notion, qui permet, par exemple, de modifier certains styles d'écriture. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas si vous connaissez Notion, mais c'est... comment expliquer ça? C'est comme une sorte de classeur géant où vous pouvez mettre toutes vos notes. Mais quand je dis toutes vos notes, c'est vraiment toutes les notes qui sont possibles et imaginables. Ça peut être des tableaux, des audios, des images. Et en fait, c'est surtout l'organisation de Notion qui est vraiment très pratique. C'est comme un grand classeur où vous avez des pages, dans des pages, dans des pages. Et c'est une organisation qui est vraiment très pratique. Et on va dire que c'est une sorte de classeur une application de classeur de traitement de texte. Et dans l'IA de Notion, vous avez cette possibilité d'interagir en même temps que vous. Admettons, vous êtes en cours, là, vous tapez votre texte, voilà. Je sais pas, la psychologie sociale a été inventé au congrès de psychologie sociale, etc. Et là, t'entends pas ce que le prof te dit sur la date, par exemple. Et bah, tu peux directement demander à l'IA Notion, juste en dessous en même temps, quelle est la date du congrès de ta. Elle va te l'écrire directement. Ou alors, t'as un gros pavé, et tu sens que ton pavé, tu t'es répété, voilà. Bah, tu sélectionnes ton pavé, le pavé de ton cours, ou de ta réunion, ou ce que tu veux, et tu fais résumer. Et tu peux faire dans le sens inverse, tu peux faire aussi agrandir. Et du coup, tu peux interagir avec toutes tes notes super facilement. C'est pas juste un copier-coller que tu peux faire sur ChatGPT. Et l'IA Notion, elle est prometteuse. Après, je dis pas qu'elle est pas forcément essentielle, parce qu'elle est payante, comme quasiment toutes les IA maintenant. Mais je pense qu'elle est plutôt pratique. C'est peut-être pas mal pour les entreprises. Bah ouais, en fait, ça dépend vraiment des besoins. Hein. Next news. Okay. Alors, est-ce que tu veux nous parler de quelque chose, Mathieu? Ouais, bien sûr. Moi, c'est une série d'études qui a été résumée et qui a été synthétisée dans un article de Doctissimo, qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est, le titre, je te le dis, c'est « Sommeil, voici la meilleure position pour dormir selon un médecin ». D'accord. Est-ce que tu as une idée, toi, par hasard? La meilleure position pour dormir. Alors, il me semble, si je me trompe pas, c'est pas le ventre, c'est sur la droite. Attends, le cœur, il est où? Sur la droite. Couché sur la droite. Il me semble que c'est ça. Je suis pas sûr, hein, mais... Et pourquoi, d'après toi? Je sais pas, parce que je crois que j'avais vu quelque chose qui disait que dormir sur le côté, c'était meilleur pour la circulation, pour la digestion, quelque chose comme ça. Et dormir sur la gauche, ça mettait trop de pression sur le cœur. Et dormir sur la droite, ça mettait moins de pression sur le cœur. Dormir sur le dos, par contre, j'avoue, je sais pas. Bah, dis-moi, apprends-moi. Ok. Bon, déjà, on va faire un petit disclaimer. C'est que le sommeil, il y a plein de caractéristiques qui varient beaucoup en fonction de la personne. Ouais, c'est sûr. Déjà, la différence entre matinale et vespérale, le fait de soit il y a des gens qui sont lève tôt, comme on dit, ou soit ils sont lève tard. Mm-hmm.
Et même il y a plein de j'avais vu aussi en fonction de la température de la pièce, généralement c'est recommandé 20 degrés, mais en fait ça dépend beaucoup des personnes. Et idem pour les positions pour dormir, ça varie beaucoup. Mais en moyenne, faut aussi prendre des paramètres comme par exemple si par exemple c'est une femme enceinte, ce sera mieux qu'elle dorme à gauche par rapport à sa circulation sanguine et par rapport à son fœtus. Ok. Et en gros là, cette étude elle nous dit que en fait le meilleur côté ce serait pas à droite mais ce serait gauche. Ok. Qui est intéressant. Mais par contre, du coup en fait ce serait gauche parce que ça permettrait de réduire les reflux acides. Du coup généralement quand tu vas dormir t'as mangé il y a pas très longtemps. Du coup, ça aide par rapport à la digestion. D'accord. Mais par contre, ouais, ça change. Par exemple, si t'as des problèmes cardiaques, c'est mieux à droite. Pourquoi ? Je cite, le sommeil latéral aide à éliminer les déchets cérébraux qui se sont naturellement accumulés pendant la journée. Cependant, nous tournons ou nous déplaçons pendant notre sommeil. Les déchets cérébraux. Ouais. Ouais, parce que t'as plein de... Donc le fait de dormir sur le côté gauche, ça limite tes déchets cérébraux, c'est ça ? Bah, en gros... c'est fou. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, pour pas rentrer trop dans les... Et la digestion, ça améliore la digestion, là. Ouais, enfin, t'as moins de reflux, tu vois. Ouais, bah à mon avis... Du coup, c'est pour moins... Ouais, voilà. Et cependant, nous tournons ou nous déplaçons pendant notre sommeil, et cela est nécessaire pour supprimer des points de pression dans notre circulation sanguine. Cela peut arriver si on reste constamment dans une position. Du coup, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut pas se limiter à une certaine position, tu vois. Faut bouger. C'est ça. je dors parfaitement, alors. Nickel. Bah, parfait. Et toi, tu dors sur quelle... T'as une position préférée ? Bah, on justement... parle pas de sexe, hein, s'il te plaît, Mathieu. Hein. Sinon, on va se faire censurer. C'est toi là qui engage ce sujet, mais sinon, moi j'allais pas du tout partir là-dessus, mais bon. Bien sûr. Bref, faut couper le micro. Mais c'est quoi ta position préférée d'ailleurs ? Bah moi de base c'est sur le ventre. Ah ouais. Mais en fait c'est vraiment déconseillé. Ah, j'ai connu quelqu'un qui était sur le ventre aussi tout le temps. Bah c'est ça, et en fait c'est déconseillé parce que en plus pour la trachée je crois que c'est pas bon parce que ton cou est sur le côté et en plus il est surélevé et du coup tu respires beaucoup moins bien. Bah en gros c'est par rapport à ça, mais c'est du coup selon le docteur Katharina Lederle, elle déconseille fortement de dormir sur le ventre parce que ça obligerait à tourner la tête sur un côté pour respirer, et en fait ça, en plus de ce que t'as dit là, le fait que pour la respiration, ça entraîne un déséquilibre de la colonne vertébrale et du coup des maux de dos à terme. Elle est tordue. C'est ça. Des fois quand t'as mal au dos ou à la colonne vertébrale, tu peux aussi avoir mal à la tête le lendemain. Pour les siestes, tu vois, j'aime beaucoup dormir sur le ventre. Évidemment. Je sais pas si les gens sont comme moi, mais pour les siestes, dormir sur le ventre, ça me dérange pas. Et autre chose, ça j'avais vu ça il y a longtemps. Quand tu dors sur le ventre, apparemment, je sais pas si c'est vrai, tu as plus de probabilité de faire des rêves sexuels. J'ai vu ça aussi, mais j'ai jamais creusé la véracité de... J'ai jamais vraiment expérimenté moi-même. Mais apparemment, c'était une vraie étude qui avait été menée. J'espère que c'est pas un le saviez-vous, hein. Les fameux contes à l'ancienne. Ah ouais, le saviez-vous. Moi, j'aimais bien ce truc. Mais aussi, pour finir un peu sur cette news par rapport au sommeil, ce docteur conseille également de dormir avec un coussin fin et si possible également sur le dos, les coussins. Parce qu'en fait ça permet que tu sois vraiment parallèle par rapport au sol, et du coup pour ta colonne vertébrale c'est moi parce que principalement sur le dos, je dors comme ça moi. Genre on dirait je suis vraiment dans un cercueil. Bah en vrai c'est super important parce que on dort quand même genre un tiers de notre journée. Ah ouais. Et c'est un tiers de notre vie au final. C'est ça, le fait de bien dormir, optimiser son sommeil, c'est super important parce qu'après des insomnies, le fait de dormir pas assez, ça peut à long terme créer pas mal de problèmes, autant cardiovasculaires qu'au niveau de la colonne vertébrale. T'imagines quand même que dormir c'est 2 tiers de ta vie, un tiers de ta vie. T'imagines si tu dors mal, déjà tu passes des mauvaises nuits. Deuxième chose, ton travail. Imagine tu détestes ton travail. Ton travail c'est 1 tiers de ta vie. Donc si tu dors mal et que tu détestes ton travail, t'as quasiment 2 tiers de ta vie qui est déjà gâchée. Et surtout que les deux s'influencent, du coup c'est terrible. En plus les deux plus t'as un sommeil de merde, plus ta vision du taf va être détériorée et ainsi de suite. Non vraiment le sommeil c'est vraiment sous-coté. À tous ceux qui nous écoutent, il y a vraiment une science du sommeil parce que c'est pas évident de bien dormir. Mais qu'est-ce que ça a un impact énorme. Moi je le sens sur ma concentration, mon attention, mon humeur
et sur ma mémoire beaucoup aussi. Ouais, non, mais ça joue beaucoup. Mais je pense que on fera un podcast consacrera un épisode sur le sommeil. Ouais, parce que même expliquer les différents cycles, les insomnies, même en France, parce que je sais pas si t'es au courant, mais la France c'est un des pays les plus gros consommateurs de somnifères. Alors que c'est contre-productif. Bah c'est ça, que ça détruit les rêves, et même par rapport au stade, ça fait que tu descends jusqu'au stade 4. Enfin bref, pas en dessous. Du coup, on en parlera plus précisément. Je pense dans un prochain épisode. Mais ouais, sympa sur le sommeil. Surtout que moi, le sommeil, c'est vraiment une des thématiques en psycho qui me parle le plus et qui m'intéresse le plus. Toi, t'es assez strict sur ton sommeil. Je sais que tu dors t'essayes de dormir aux mêmes heures, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Et t'essayes de te réveiller aux mêmes heures. Et sans réveil surtout. C'est vrai? Ouais, et aussi. Ça, c'est Nassim Saïli qui parle beaucoup du réveil sans réveil. Et je trouve ça très stylé. Mais je suis incapable de faire ça. Mais ça, après, ça vient avec... je pense au bout de 10 jours, tu peux t'y faire. Mais aussi, quelque chose qui est primordial et que j'ai fait, c'est pendant 1 heure, tu t'éteins les écrans et tu lis. Parce que lire, en fait, ça va... Hormonalement, ça va créer plus de mélatonine. Et il faut savoir que la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Du coup, ça va vous permettre de dormir beaucoup plus... Je tiens un peu 1 heure. Moi, au bout de 20 minutes, je suis là déjà en train de bâiller quand je lis. Ouais, bah c'est pour ça qu'il faut s'accorder quand même un petit moment. Ouais. Mais faut pas être trop fatigué non plus. Mais ça, franchement, en termes de qualité de sommeil et tout, la lecture, c'est juste dingue. C'est pour ceux qui ont du mal à s'endormir. Franchement, le livre, moi avant, j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Et lire, c'est un outil bidon, hein, mais c'est un très bel outil. Au lieu de regarder vos TikTok, à la con, là. Insta Reels, YouTube Shorts. En plus, tu vois, regarde, je vais rebondir un petit peu sur la lecture. C'est assez intéressant. Il y a une étude qui a été menée il y a quelques mois sur 10 000 adolescents. C'est une étude sur la lecture. L'étude, elle est toute simple. Voilà. Ils prennent 10 000 adolescents et ils font une étude longitudinale, tu vois. Ça, c'est les pires études. C'est les études les plus longues et les plus coûteuses. Longitudinale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va prendre un enfant par exemple, de 3-4 ans, ou 10 000 enfants, et on va les suivre, en fait, sur, admettons, 10 ans, jusqu'à leurs 15 ans. Donc, entre 5 et 15 ans, on va les suivre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des tests, par exemple, à 3 ans d'intervalle, peu importe l'intervalle. On va faire des tests tout au long de leur année pour voir comment ils évoluent. Et là, par exemple, ils ont évalué les capacités cognitives des enfants. Et donc, il y avait une partie des enfants à qui on obligeait de lire. Il y avait une partie des enfants à qui on n'imposait pas de lire et qui lisaient pas particulièrement. Et une partie des enfants à qui on apprenait à aimer lire. Prendre du plaisir à lire, tu vois. Ce qui est différent. C'est pas pareil entre t'obliger à lire et prendre du plaisir à lire, tu vois. Et ils se sont quand même rendus compte de très gros impacts sur le cerveau. Le cortex frontal, la partie frontale, toi qui aimes les neurosciences, tu sais que le cortex frontal, c'est un des cerveaux les plus importants, surtout sur la partie consciente de nos fonctions cognitives. C'est ça, il est plus développé aussi. Puis c'est le dernier cerveau qui s'est développé. En particulier en termes d'évolution. En particulier le cortex préfrontal, qui est le plus à l'extrémité. Qui est le plus avancé et qui est vraiment... le plus rostral, comme à la pointe de la technologie. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'on a vraiment des performances cognitives bien plus fortes quand on prend du plaisir à lire. On a moins de problèmes de santé mentale, y compris la dépression. Et on a un développement tout simplement plus fort des cortex frontaux. Il y a vraiment des vrais bénéfices au fait de prendre du plaisir à lire. Pourquoi? Parce que les enfants à qui on a obligé à lire, déjà, ils avaient moitié moins d'effets, donc moitié moins de performance, ils en avaient, mais moitié moins d'avantages sur les performances. Et en plus, argument à prendre en compte, quand l'expérience est finie, mais ils vont arrêter de lire, parce qu'ils n'ont jamais pris de plaisir. Si, quand tu lis, c'est toujours tes parents qui t'obligent à lire, qu'est-ce que tu fais? Un conditionnement. Lire, c'est mes parents qui m'obligent, ça me fait chier. Et une fois que t'es libre et que t'as ton appart et que t'es tout seul, tu crois que tu vas lire encore? Bah non, t'as TikTok qui est là sous tes yeux, TikTok, YouTube ou ce que tu veux, les séries, peu importe, qui sont là et qui absorbent tellement de temps et qui te donnent tellement plus de tonnage d'informations qu'au final, tu t'oublies les livres. C'est ça, c'est la surstimulation, mais aussi quelque chose qui est aussi flagrant et que les gens ils se rendent pas compte, c'est que
au final, il y a, dans notre vie de tous les jours, il y a plein d'habitudes qu'on fait, mais qui, en fait, sont en réalité conditionnées. Et en fait, moi, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses que je faisais qui étaient, en fait, juste, je réfléchissais pas, tu vois, juste, je le faisais, mais de manière automatique. Comme des fois, quand t'ouvres... Mais heureusement, parce que sinon, tu sais quoi? On serait pas capable de faire grand chose. Parce que le système conscient, tu vois, le système conscient, rationnel, je réfléchis, je prends les informations, tu vois, ça consomme tellement d'énergie. C'est ça, c'est la catégorisation. C'est le fait que dans la vie de tous les jours, il se passe énormément de choses, ce qui fait qu'on va filtrer, c'est ça, certains éléments, et en fait, c'est juste un gain de temps. Mais après, du coup, ça... Ou automatiser. C'est ça. En fait, le fait d'automatiser, ça fait gagner énormément de... C'est ça, mais ça fait que au final, notre cerveau est pris par des biais cognitifs. Ouais. Qu'on verra et qui sont exploités notamment dans la manipulation. Dans la manipulation, forcément, parce que ça influence. C'est ça. Un biais cognitif. Comment expliquer ce que c'est vite fait un biais cognitif? Je vais essayer de l'imager assez simplement. Je veux aller d'un point A à un point B. D'accord? Par exemple, je vois telle personne, je l'aime bien. Ok. Mais je l'aime bien, on va dire, à 50%. Un biais cognitif, c'est quoi? C'est vous visualisez les deux points et vous faites un trait entre les deux. Bah, le biais cognitif, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va venir soit accentuer le trajet, soit modifier le trajet, ou soit réduire le trajet. Donc ça veut dire qu'au final, l'information de départ, elle est bonne, puisqu'elle vient de vous. Par contre, l'information qui est à l'arrivée, elle va être déformée par un biais. C'est comme si... C'est de là d'où vient le mot biaisé. Quand on est biaisé, ça veut dire qu'il y a une information parasite qui modifie et qui interrompt la vraie vérité, la vraie perception. Du coup, il y a une perception, bah la perception elle est vraie, elle bouge pas. Il y a notre vision elle fonctionne bien. Sauf que entre les deux, il y a des biais qui vont venir intervenir et dire ouais, tu vois rouge, mais moi je vois autre chose. Et tu vois un rouge qui est trop fort, par exemple, ou pas assez fort. Et le biais, ça peut être provoqué par plein de trucs. C'est ça. Et en gros, pour faire simple, un biais cognitif, ça va être une sorte de shortcut, un raccourci qu'on va faire pour gagner du temps. Comme tu as dit, le point A, point B, on met un trait. Et en fait, c'est juste un schéma de pensée qui est trompeur et qui est faussement logique. On se dit, bah, par exemple, moi, je vais prendre un qui est connu, c'est le biais d'aversion à la perte. C'est le fait, tu vois, très simple. Par exemple, t'avais prévu un week-end au ski. Voilà. T'as payé, on va dire, 500 balles. Et là, bim, juste avant de partir aller au ski, tu te casses une jambe. Du coup, tu peux pas aller au ski. Enfin, tu peux y aller, mais tu pourras pas skier. Ouais, sachant que les 500 balles sont dépensées. Et dans ce même week-end, il y a un de tes amis qui est assez proche, qui organise un maxi anniversaire, tu vois, pour, je sais pas, on va dire, ses 20 ans, ses 30 ans. Et vraiment, il va voir tout le monde, tous les gens que t'aimes bien et tout. Et du coup, tu vas te dire... bah en fait je vais aller au ski parce que j'ai payé, j'ai mis 500 €, du coup je vais payer. Du coup tu vas aller au ski, ton séjour à ton ski, du coup tu vas être dans ton chalet, mais tu vas être tout seul, tu vas pas pouvoir skier, du coup tu vas te faire bien chier, tu vas regarder sur Insta, tu vas voir que tous tes meilleurs amis font une maxi teuf et tout, enfin tout est bien et tout, du coup tu te dis ah putain j'aurais dû y aller, alors que en réalité les 500 balles sont dépensées, ce qui fait que le vrai schéma, t'es pas obligé d'y aller. Voilà, le vrai schéma de pensée à faire, c'est bah au final les 500 € sont déposés, du coup vaut mieux que je me fasse plaisir et que je kiffe plus en allant chez mon meilleur ami qu'en allant faire du ski alors que ma jambe est cassée. Genre, il y a tellement d'informations émotionnelles négatives dans cet endroit qu'au final, on en est attiré. Genre, il y a tellement de... Je sais pas comment dire ça. Comme si tu ratais une opportunité. Il est quand même étrange, hein, ce biais, effectivement. Bah, c'est ça, c'est qu'en plus, on est persuadé que bah j'ai payé 500 €, du coup j'y vais, même si je me fais chier, au moins j'aurais rentabilisé, j'aurais pas gaspillé mes 500 €. Je connaissais pas. Alors qu'au final, juste tu vas chez ton meilleur ami, tu kiffes et tout, parce que dans tous les cas les 500 € sont dépensés. Ouais. Du coup vaut mieux que tu les dépenses en te faisant kiffer qu'en te disant bah je vais pas gaspiller mon argent et je vais rentabiliser au maximum en me faisant chier à mon séance. Au final c'est horrible, t'imagines tu vas au ski, tu peux pas skier quoi, enfin je veux dire. Bah c'est ça. Imagine je sais pas, t'as une maladie de peau et tu pars 3 semaines en Afrique. Bon,
Après, faut pas... Voilà, quoi. Ouais, mais c'est... Faut bien songer avant d'aller dans certains endroits en fonction de... Non, mais genre, t'attrapes une maladie de peau juste après avoir commandé, enfin, pas réservé. Ouais. Ça, c'est horrible, tu vois, c'est pareil. Là, tu te dis, franchement, je vais me mettre plus en danger qu'autre chose. Mais c'est vrai que là, instinctivement, je vais me dire, bah, j'y vais, j'ai pas payé pour rien. Et c'est ça le biais. En plus, on se le dit, pour nous, c'est quand même normal de se dire, bah, on va au ski. Dans tous les cas, il a payé. Ouais, mais logiquement, non. Mais logiquement, pas du tout. Voilà. Enfin bref, les biais, on en reparlera tout à l'heure parce qu'on en aura pas mal. On va parler des biais d'influence. C'est un petit peu pareil, hein, de toute façon. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, je voulais ajouter aussi quelque chose pour les personnes qui sont peut-être mamans ou qui veulent avoir des enfants. Je parlais de la lecture sur les enfants. Enfin, les chercheurs de l'étude dont j'ai parlé juste avant, ils ont donné quelques indications pour justement faire en sorte que l'enfant prenne du plaisir à lire, tu vois. C'est pas forcément facile. Bon, en fait, ils donnent quelques indications. Déjà, faut commencer progressivement. Ça sert à rien de donner à un enfant de 5 ans un livre qui est extrêmement complexe. C'est inutile. Il va pas évoluer plus rapidement. En fait, il va pas tout simplement comprendre la plupart des concepts. Il y a certains livres où il faut une vraie expérience, soit littéraire, soit il faut une vraie expérience de vie, tu vois. Donc tu peux pas partir sur un gros livre complexe de psychologie à un enfant de 5 ans. Donc déjà, progressivement. Deuxième chose, si votre enfant, vous lui faites lire un livre simple, je sais pas, sur une histoire avec des elfes ou fantasy, tu vois, et que l'enfant te dit clairement non, j'aime pas ça en fait. Vraiment, j'aime pas lire. Bah déjà, il y a un problème. L'enfant, il ne sait pas encore qu'il aime pas lire, mais tout ce que tu sais, c'est qu'il aime pas lire la fantasy. Derrière, il peut essayer quoi ? Il peut essayer les mangas, il peut essayer les documentaires, il peut essayer les livres informatiques comme sur la psychologie, informatifs plutôt. Il y a plein ou les thrillers, ou il y a plein les BD peut-être, il y a plein de les façons. livres audio aussi, hein. Ouais, les livres audio, mais après, je sais pas si ça a les mêmes effets, les livres audio. Parce que l'auditif et la lecture visuelle, ça nécessite pas les mêmes compétences cognitives. Ouais, mais peut-être que, tu vois... Parler, je pense, c'est tout aussi important, mais lire, je pense que ça provoque un peu plus de développement. Parce que je pense que si tu prends le livre audio, le fait de commencer, entre guillemets, la lecture, en mode, par exemple, t'es vraiment allergique à la lecture. Tu commences par les livres audio. J'en connais une très proche qui a du mal avec la lecture. Ah non, mais il y a pas mal de gens dans notre génération, entre guillemets, qui ont... Ouais, c'est très courant. C'est ça, qui ont du mal avec la lecture, mais ça, je pense que c'est lié aux capacités attentionnelles. Mais bref, c'est pas le sujet de ce podcast. Là, en gros, peut-être que le fait de passer par un livre audio, au final, ça va va lui faire découvrir un peu la lecture dans un certain sens, tu vois, même si c'est pas de la lecture et c'est plus en mode t'es passif, tu laisses écouter un flux audio. Et peut-être qu'après, il va se dire, bon, bah, ça a l'air sympa, j'ai envie de tenter l'expérience, mais en lecture papier. Du coup, je vais commencer par les mangas, par exemple, ou la bande dessinée de façon plus générale. Et en fait, au final, le fait de s'approcher pour un enfant. Ouais, un enfant ou même un adulte, peu importe. Et au final, le fait de toucher de plus en plus de supports, s'il y va crescendo, au final, il pourra, je sais pas, par exemple en fin d'année, s'il y va progressivement, livre audio, bande dessinée, manga, je sais pas. Et ensuite, je sais que moi, par exemple, parce que moi, en fait, je lis un peu par cycle, tu vois, il y a des moments où, par exemple, les 6 premiers mois d'une année, je vais pas du tout lire. Peut-être que toi, t'es un gros lecteur. Hein. C'est ça, et des fois, en fait, je vais commencer à lire de plus en plus, mais avant de lire, par exemple, un livre de philo ou de psycho, je vais dire, bon, je vais commencer par lire vite fait des mangas, tout ça, parce que j'aime beaucoup les mangas aussi. Et après, en fait, c'est beaucoup plus simple, tu vois, en termes de step by step, d'étape par étape, de me dire, bah là, je vais lire ce livre-là, ce sera plus... Tu vois, en fait, je serai déjà sur cette pente, tu vois, et sur cette dynamique de lecture, de même... T'as des phases, en fait, genre de lecture différentes. Genre, tu peux avoir des phases manga, des phases... Tu t'écoutes les livres audio ? Moi, j'aime pas. Non, livre audio, j'ai jamais... En fait, j'ai déjà essayé parce que je suis tombé amoureux du podcast cette année. Genre, vraiment, un peu comme toi, tu vois. Je tombais vraiment en amour pour le podcast cette année. Et du coup, je me suis dit... Surtout sans permission. Ouais, sans permission, ça fait partie de ceux que j'écoute le plus actuellement. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai essayé le livre audio, je me suis dit, bah, tout simplement, j'aime bien... Je pense que je suis réceptif à l'audition. Par exemple, quand je révise ou quand je lis quelque chose
si je parle en même temps, je l'écoute du coup en même temps, et du coup je le retiens bien. Mais les livres audio, j'arrive pas. Parce que, en fait, je trouve que ça demande tellement d'attention que tu peux pas faire vraiment autre chose entre deux. Tu vois ce que je veux dire ? J'arrivais pas à marcher dans la rue, être attentif à la rue, et en même temps, lire. Alors que pour un podcast... Tu vois, le podcast là, c'est... Là, vous allez nous écouter. Admettons, si t'es en voiture, c'est comme s'il y avait tes potes qui parlaient autour. Ouais. Tu fais le ménage, chill, là. Quoi. Parce que vous voyez que là, on vous donne des infos, mais derrière, on reste assez cool, on vulgarise tout ça. Et oui, je voulais dire aussi une autre chose très importante. Bah, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Quand vous lisez un livre et que vous avez une mauvaise expérience avec un livre, ça veut pas dire que vous aimez pas lire. Ça veut dire tout simplement que vous avez pas trouvé votre type de lecture, peut-être. Donc ça peut être soit via peut-être les tablettes, soit le papier, soit l'audio, et aussi le type de livre, tout simplement. En fait, si ça te fait chier de lire le livre, c'est que c'est pas le type de livre qu'il te faut. Bah c'est ça, surtout, en plus, moi j'ai remarqué, par exemple, moi, les romans, avant, j'aimais bien tout ça, mais là, franchement, ça commence vraiment à me saouler, entre guillemets, parce que je me dis, quand je lis un livre, j'aime bien apprendre. Du coup, là, en ce moment, je suis tombé vraiment amoureux des livres de psycho, philo et développement personnel. Oh, j'adore ça. Parce que, en fait, je trouve que ça m'instruit, et dans la vie de tous les jours, je me rends compte de tellement de choses. Mais... Ça peut, des fois, ça peut faire mal à la tête, mais en fait, psycho, hein, surtout, c'est pas pour tout le monde. Ouais, mais je pense qu'il faut quand même être un peu baigné dedans. Ouais. Mais sinon, où y aller progressivement avec différents supports. Enfin bref. Mais sinon, quelque chose aussi qui est important, c'est que quand vous lisez un livre, par exemple, on va prendre quelque chose par exemple, un livre de développement personnel. N'hésitez pas, si à un moment le chapitre il vous saoule ou quoi, n'hésitez pas à sauter quelques pages ou quoi. Ouais. Puis revenir peut-être après. Ouais, peut-être revenir après, mais moi je sais que par exemple quand j'ai compris un concept d'un livre, par exemple dans le chapitre, je me dis en fait j'ai pas besoin de ces exemples supplémentaires, peut-être que je les utiliserai plus tard. D'ailleurs, la plupart des livres un peu documentaires, informatifs sur je sais pas la philo, la psychologie en particulier, parce que c'est ce qu'on lit le plus. En général, ce que tu vas retrouver, c'est une sorte de loi de Pareto. T'as 20% de vraies théories, de vraies informations théoriques, et t'as 80% de vulgarisation, exemple, études qui prouvent, vulgarisation, exemple, études qui prouvent. Et des fois, dans des livres de psycho, comme tu dis, tu peux avoir une répétition ou plein d'exemples différents. Alors, des fois, certains contextes, certaines théories, elles sont un peu complexes, et certains exemples sont incroyables, donc tu vas lire. Mais des fois, c'est un peu chiant, et tu comprends pas pourquoi l'auteur il a mis ça. Et il y a aucun problème à sauter ça. Voilà. C'est ça, mais après, juste pour faire un point un peu sur cette technique de skip quand ça vous fait chier, bah c'est important de pas faire par exemple sur un roman, sinon tu vas pas comprendre un passage important. Mais sur les trucs genre tu peux pas, philo, sur un psychologie. Roman, de toute façon, je sais pas si toi moi je lisais énormément de romans avant, et il y a longtemps, hein, c'est mon beau-père et ma mère qui m'ont plongé dans les romans, notamment avec Maxime Chatham, je pense, qui est extrêmement connu. C'est un des plus gros auteurs français qui existe. Et en fait, quand t'es parti dans le roman, c'est comme si tu regardais un film. Ouais, mais clairement. C'est fort émotionnellement. Franchement, je te conseille, si t'aimes bien les romans, je te conseille Maxime Chatham. Okay. Il fait des thrillers gore et il fait aussi des histoires avec autre monde. Je t'avoue que c'est pas du tout ma niche, mais pourquoi pas un jour. Mais ouais, surtout la façon de narrer et tout dans les livres, c'est totalement différent. Enfin, même, je trouve qu'en termes de vocabulaire, en fait, tu step up tellement, tu vois, genre, même dans ta façon de parler, je trouve que vraiment, il y a une grosse différence qui se fait entre les gens qui lisent et les gens qui lisent pas. Ah, mais c'est dingue. Franchement, ça m'a fait tellement de bien. À chaque fois que je lisais pendant 30 minutes, 1 heure, là, ces derniers temps, parce que du coup, j'ai beaucoup plus lu, qu'est-ce que ça me faisait du bien. Parce que, en ce moment, là, je travaille et je suis plus dans le pratique, dans l'action, et c'est vrai que tu lis un peu moins. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien, que ce soit au niveau de la façon dont je m'exprime, comme t'as dit, et aussi au niveau de ma mémoire. Ça me permet de mieux parler et de mieux me souvenir des éléments que j'ai appris, tu vois. Bah c'est ça, et mieux, enfin tu vois, encore une fois, le vocabulaire, ça te permet de mieux structurer des idées, et du coup, quelque part, de mieux te comprendre. Enfin, la lecture est ce côté. Je voulais ajouter un dernier truc. Ah ouais, là, c'est vrai que... faut qu'on passe au thème après, hein. Ouais, il faut qu'on passe au thème. On essaiera de faire le thème peut-être plus rapidement, mais j'ai vu un truc qui m'a quand même un peu choqué. Est-ce que tu te souviens du Covid, Massio ?
Ouais, le rhume 19. Le fameux Covid, le SARS. Oh, le rhume 19. Putain, si tu dis ça, on va se faire Tu sais que la censure, elle est hyper hardcore, hein, sur le Covid. Avant, c'était très chaud. Hein. Tu disais Covid, tu te faisais ban. Rhume 19, je sais pas. Non, je pense rhume 19, ça passe. Ouais. Et en fait, il y a eu une étude il y a pas longtemps qui a montré, alors désolé pour vous messieurs, mais que le Covid fait chuter la testostérone. Et ça, en fait, ça a des effets qui sont beaucoup plus graves que vous pouvez l'imaginer. Pourquoi ? Parce que la testostérone, c'est pas comme l'œstrogène, elle est pas faite pour avoir des fluctuations. Et en fait, ils se sont rendus compte, bon, on va pas trop aller dans les détails, hein, parce que là, c'est vraiment pour ceux qui sont en bio qui vont vraiment, toi-même, tu vas pas comprendre. En gros, le virus, il va détruire, en fait, certains neurones, qu'on appelle les neurones GNRH, et qui sont des neurones qui sont dans l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, en fait, est responsable de la gestion des hormones de manière générale. Et le plus impacté, c'est les hormones reproductrices. Et dedans, il y a la testostérone. Et du coup, qu'est-ce que le Covid implique ? Il implique une réduction de testostérone, mais du coup, une réduction aussi des spermes et une réduction de la fertilité de manière générale. Et j'ai un ami qui est en médecine, qui s'appelle Théo, et c'est un mec qui est brillant, mais à un point où tu peux pas imaginer. Il faut absolument que je le ramène dans ce podcast parce que c'est le genre de personne qui a 20 au bac et dit ouais, bon, ça va, c'était pas trop dur. Qui arrive deuxième en médecine ou ce genre de choses, tu vois. Et c'est un mec qui est particulier et qui est intéressé par énormément de choses. Et il m'a dit un truc, il m'a dit le virus le plus dangereux qui peut nous arriver, c'est un virus qui détruirait notre fertilité. En fait, il a raison de fou. Parce qu'un virus qui a genre 90% de chances de tuer, il sert à rien. Il sert à rien parce que les gens, ils vont mourir tellement vite qu'ils vont pas le transmettre. Tu comprends ? Alors que si c'est subtilement long, dans le sens où ça se met dans tes gènes et que ça réduit ta fertilité, on va se reproduire de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, jusqu'à temps qu'on se reproduise plus. Et c'est comme ça que tu as l'extinction humaine. C'est pour ça que j'ai trouvé ça super, super important de parler de ça et de parler de la dangerosité du Covid. Franchement, je sais que c'est controversé, mais c'est un peu sous-coté. Hein. Je sais pas, tu l'as eu toi le Covid ou pas ? Ouais, plein de fois, hein. Je pense 4 ou 5 fois. Hein. Ah ouais ? Sérieux ? Et t'as été vacciné ? Ouais. Combien de fois ? Une. Parce que j'avais déjà eu. Du coup, au début, c'était... Après, du coup, là, je suis pas là pour dire que le vaccin est bien. De manière générale, le vaccin, je pense, il est indispensable pour plein de choses, comme le tétanos. Hein, 80% de chances de mourir, le tétanos. Mais je sais pas s'il est aussi efficace que ça. Après, ça a un débat. Je veux pas de procès de Pfizer. De toute façon, ils ont déjà assez sur le cul. Moi, je pense que... déjà, un truc qui est super important à clarifier, c'est que je pense que, comme toi, que les vaccins, en général, sont vraiment super importants. Mais il faut faire attention. C'est ça. Mais moi, en fait, un truc qui m'a vraiment beaucoup saoulé et beaucoup dérangé, et que j'ai remis pas mal en question, c'est en fait les médias par rapport au Covid, au fait que les gens qui veulent pas se faire vacciner par le vaccin Pfizer, qui était encore en phase de test à une certaine échelle, et en fait, on disait que c'était des anti-vax. Alors qu'en fait, c'était pas des anti-vax. Ah, le mettait dans des catégories de... C'est ça. Alors qu'en fait, c'était pas du tout des anti-vax, parce que ces gens-là, ils étaient vaccinés pour le tétanos, ils étaient pour ça, mais c'était juste ce vaccin particulier dans lequel ils étaient contre. Et le fait de généraliser ça en mode anti-vaccin... Puis le pire, c'est qu'il y a eu des mensonges sur ça. Tu te souviens, les mensonges comme quoi, oui, le vaccin empêche la transmission. Ouais, alors que c'est faux. Ça réduit potentiellement les symptômes, ça réduit la mortalité, la mortalité, mais ça réduit pas du tout la transmission. Et on nous a menti de fou. Mais ouais, mais après, ouais, pour moi, la crise a été vraiment gérée d'une façon très catastrophique et pas du tout transparente, que ce soit par la pénurie de papier avec les masques là, genre c'était n'importe quoi. Au début, on n'avait pas besoin des masques, puis après si, puis après, pareil avec le vaccin, au début, non, on n'a pas besoin. Les masques dehors.
Mais ouais, c'est ça. Au début, c'était les masques, on n'en a pas besoin. Pourquoi on dit qu'on n'en a pas besoin? Parce qu'en fait, on n'en a pas. Dès qu'on en a, bah, c'est indispensable. Pareil avec le vaccin. On va pas prendre un vaccin qui est en phase de développement. Et au final, quand ils en ont acheté pas, ils disent c'est indispensable. Après... Dans les lieux publics, quand tu te levais, tu devais mettre ton masque. Et quand tu t'asseyais, tu devais enlever ton masque. Enfin, je veux dire, ça n'avait aucun sens. Ouais, genre dans l'avion, quoi. Ah non, mais c'était trop drôle. Enfin, je veux dire... Il y avait drôle, mais avec du recul, quoi. Enfin, ouais, voilà, il y avait beaucoup. Et tu te souviens, pendant le confinement, quand les médias tous les jours, ils mettaient le nombre de morts que le Covid avait fait. Mais ouais, mais je pense que... Quelle angoisse tu peux Mais je pense, ouais, je pense qu'ils ont fait un peu de la manipulation par la peur, tu vois. Genre, c'est vraiment quelque chose de très classique. Et en plus de ça, après, quelque chose qui m'a... Bon, après, moi, j'ai envie qu'on finisse sur ce sujet, parce que j'ai pas envie de m'éterniser non plus. C'est les objets essentiels et non essentiels. Comment tu peux décider, comment un État peut décider ce qui est essentiel pour toi ou pas essentiel pour toi. En mode, bon bah, vas-y, le dentifrice, ça, vas-y, c'est essentiel, t'en as besoin, mais par exemple... le PQ, c'est pas essentiel. Le PQ, c'est pas essentiel. Par exemple, des exemples trop cons. Alors qu'en fait, les objets essentiels, ça dépend beaucoup de la personne, tu vois, et tu peux pas dire ça c'est essentiel, ça c'est pas essentiel, parce que ça dépend beaucoup de la personne. Enfin bref, tout est honteux. Après, c'est normal que l'État fasse ce choix, tu vois. Par exemple, au Japon, il n'y a pas de PQ et c'est c'est des toilettes, tu vois, japonaises avec de l'eau. Ouais, mais comment... C'est l'État qui a imposé ça, tu vois. Ouais, mais comment tu dis, bon bah, maintenant, à partir de maintenant, ça, ce sera essentiel et ça, ce sera pas essentiel pour toi. Tu sais, la politique, franchement, on crache dessus, mais c'est complexe. Hein. Ouais, non, mais c'est complexe. Je dis pas que c'est facile. J'aimerais pas être politicien non plus. Mais il y a beaucoup de cons. Parce qu'en général, le pouvoir provoque souvent des dérives. Bah ouais, des dérives de personnalité, je trouve. C'est ça, t'as la corruption, t'as le brain. Enfin, le changement de cerveau, tout ça, c'est une belle introduction d'actualité. Je pensais pas qu'elle allait être aussi vive, mais j'espère je pense pas qu'on a rendu ça chiant. Au contraire, je pense que c'était vraiment sympa. On est à combien là? On est à 50 minutes, mais j'ai aucun regret parce que c'était un gros plaisir de faire cette partie actualité. Également, et en vrai, ce qui est cool, c'est que c'est cool qu'on ait parlé un peu de politique, tout ça, parce que ça nous permet de tout et n'importe quoi. Hein. Bah c'est ça, mais surtout là, de finir par la politique, ça nous permet de bien introduire le sujet de manipulation, je pense. C'est ça. Et je pense qu'on va passer très vite à la prochaine rubrique. Comment on l'appelle? Le documentaire, l'étude, l'investigation. Je sais pas, on verra bien, hein. Mais en tout cas, le focus. Oh, c'est beau ça. Ouais, le focus. Le focus. On va se focus sur un sujet en particulier. C'est ça. C'est parti.